Je me pose beaucoup la question sur notre rôle de faire passerelle d'un monde peut-être plus traditionnel vers un monde militant. Ça veut dire qu'on doit être crédible et compris des deux côtés et qu'on ne fasse peur à personne et qu'on arrive à faire comprendre au monde de l'immobilier classique. En fait, c'est un chemin pour tout le monde en réalité. Il faut faire comprendre aux jeunes qu'il y a une autre façon de faire son métier et d'autre part à des grands acteurs que tu peux faire de l'immobilier différemment. C'est elles qui détiennent aujourd'hui 99% des capitaux. Donc en fait, comment on arrive à avoir un impact sur le système qui est plus fort? Ça peut être par là. Donner envie à ces grandes sociétés de faire les choses différemment, découvrir ce que c'est que de l'immobilier qui a du sens, comment tu peux faire ton métier, être content et prendre du plaisir. Et ça, c'est hyper fort. Comment ça va? Salut, ça va très bien. Ça va? Ouais. Impeccable. Très bien, pleine forme. Aujourd'hui, j'ai 2 Alex pour le prix d'un. Un Alexandre André que vous connaissez déjà. Hein. Bon, bah lui, il est habitué à la chaîne maintenant, pas besoin de le présenter. Et puis Alexandre Born, cofondateur de la foncière Belleville, que tu as fondée en 2019, je crois. 2019, ouais, exactement. Et qui est une foncière solidaire et responsable. Tu vas nous expliquer tout ça bien en détail juste après. Alexandre, est-ce que tu peux rapidement te présenter ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à créer cette foncière justement en 2019? Ouais, bah écoute, déjà merci pour l'invitation. Plaisir. Merci à tous les deux. Et donc moi je m'appelle Alexandre Born, donc j'ai 40 ans et j'ai fondé Belleville en 2019 avec 5 associés, tous du monde de l'immobilier, de l'archi, un du logement social, un qui vient de l'entrepreneuriat social, voilà un petit peu notre écosystème. Et c'est venu du fait que on bossait depuis une quinzaine d'années dans le milieu de l'immobilier, de l'architecture, et qu'on avait accumulé pas mal de frustrations sur notre façon de faire le métier, une difficulté aussi à comprendre pourquoi on fait ce métier, à qui il sert, est-ce qu'il sert aux bonnes personnes, voilà, quels sont les fondamentaux, quelles sont les raisons. Donc c'est ça qui nous a motivés à essayer de faire notre métier différemment selon ce qui nous paraissait être important. Et donc on a essayé de créer une structure qui s'appelle Belleville et qui est à l'image de ce qu'on avait envie de montrer. Ok, donc parcours dans l'immobilier, l'architecture avant d'en arriver là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Nous, on s'est croisés il y a 10 ans chez un promoteur immobilier, justement. C'est ça. On s'est pas revus depuis. Ouais. Donc, ça fait super plaisir de te voir là aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est du coup une foncière solide? Déjà une foncière de manière générale, pour expliquer aux gens un petit peu en quoi ça consiste. Et puis après, la différence justement, ce que vous avez essayé de créer, une foncière solidaire responsable, c'est comme ça que vous dites, enfin, que vous on dit les deux, mais je t'expliquerai, je dirais un petit peu pourquoi on tourne un peu autour de ces deux mots. Mais peut-être déjà pour commencer par le mot de foncière. En fait, une foncière, c'est une société d'investissement dans l'immobilier qui achète des immeubles, qui peut les rénover ou pas selon son appétence, on va dire, son profil de risque ou quoi. Mais c'est une société qui achète des immeubles et qui les loue et qui les détient sur le long terme. Voilà. Donc, elle peut acheter aussi bien du logement, des entrepôts, de la logistique, des bureaux. Elle peut acheter, Donc, il y en a qui sont spécialisés dans un secteur, d'autres dans d'autres secteurs. Et il y en a qui aiment bien faire beaucoup de travaux, d'autres qui n'en font pas du tout. Il y en a qui achètent avec du risque, d'autres moins. Voilà. Mais globalement, une foncière, c'est ça. Okay. Et une foncière solidaire, c'est une foncière qui fait la même chose. Donc moi, je tiens beaucoup à essayer de démontrer et d'expliquer qu'on fait le même métier, avec les mêmes fondamentaux, avec les mêmes talents, avec les mêmes personnes et les mêmes outils, souvent, mais avec une finalité exclusivement écologique et sociale. Donc nous, on n'a qu'un seul objectif, c'est de servir... d'avoir une action politique, si je peux dire, d'avoir une action sur la société, d'avoir une action sur les gens, sur leur capacité à se loger, sur leur capacité à consommer mieux, à consommer moins cher, pour leur permettre aussi à des structures, des associations de se développer, des petites entreprises, etc. Voilà. Donc notre finalité, elle est exclusivement écologique et sociale. C'est le but numéro 1 que l'on a avec notre foncière. Et après, il faut que tout marche pour nous permettre d'atteindre ce but. Donc évidemment, derrière, il faut que la structure soit pérenne, qu'elle soit à l'équilibre, qu'elle fonctionne bien, etc. Et là, pour le coup, on a les mêmes fondamentaux qu'une autre foncière. D'accord, donc c'est le même métier, mais
revisité, enfin différemment, fait différemment en tout cas. Et c'est quoi parce que derrière tous ces mots-là, justement, pour qu'on comprenne bien, parce que même moi j'ai encore du mal parfois à bien comprendre quand on parle de faire ce métier mais de manière différente, foncière solidaire, responsable. Concrètement, t'as des exemples peut-être, en quoi ça différencie d'une foncière classique et du métier traditionnel de l'immobilier? Moi, je peux donner un exemple très clair, c'est que pour permettre à ces structures ou à ces personnes de se loger, en fait, notre objectif premier, c'est de baisser les loyers. Donc, en réalité, nous, on fait le même métier, mais on a un objectif, c'est de louer au moins cher possible. Contrairement à, on va dire, une foncière classique dont l'objectif serait quelque part d'acheter le moins cher possible, de revendre le plus cher ou de louer au plus cher. Nous, notre objectif, il est inverse. C'est-à-dire qu'on doit essayer de louer le moins cher possible parce qu'on considère que les personnes à qui on s'adresse, nos bénéficiaires, sont des personnes ou des structures qui ont besoin de garder leur argent, leur capacité financière, pour l'investir dans leurs propres bénéficiaires. C'est-à-dire, si tu loues à une association qui accueille des personnes en difficulté, tu préfères qu'ils mettent leur argent à accueillir les personnes en difficulté plutôt qu'à le payer un gros loyer, quoi. Et donc, il faut que, en fait, nous, on permette ça. Quelque part, on revisite un peu la relation entre le bailleur, propriétaire et son locataire. Et on a une relation beaucoup plus coopérative parce que, en fait, nous, notre action solidaire, elle n'existe que parce que eux en ont une, quelque part. Et donc, on a une action solidaire par leur biais et donc il faut leur permettre de l'avoir. Et on doit être un outil pour ça. Voilà. Moi, je trouve ça assez intéressant parce que moi, je viens d'un acteur, comme tu le sais, un acteur plus traditionnel où effectivement, on vend l'un des premiers éléments que tu vas regarder, c'est la rentabilité et chercher à accroître la rentabilité. Et on va te dire qu'un investissement qui fonctionne, c'est un investissement qui est le plus rentable possible, entre guillemets. La difficulté dans l'immobilier, c'est effectivement que peut-être que notre premier acte social, enfin notre premier acte, la raison d'être d'un acteur immobilier, c'est de louer, c'est d'avoir de l'occupation dans ces immeubles. Et parfois, plus tu augmentes le prix, plus tu augmentes ton loyer, tu pérennises moins sur le long terme tes occupants. Est-ce que tu vois dans cet acte-là, je parle en termes d'investissement, de rationnel d'investissement, est-ce que tu vois un axe un peu différent qui vous permet en fait d'être non seulement un acteur qui a une visée sociale, mais en plus qui a un rationnel d'investissement qui est aussi important et qui en fait un investissement crédible. J'ai fait quelque chose de très long là pour dire quelque chose. En fait, c'est un levier hyper fort pour moi pour défendre notre action, dans le sens où, si on revient aux fondamentaux, moi, ce que j'aime bien mettre en avant, c'est déjà se reposer la question de pourquoi on fait de l'immobilier. L'immobilier, c'est quoi? C'est des murs, un toit. Et à la base, ça sert à quoi? Ça sert à loger des gens. Donc, des gens ou des entreprises ou des activités. Donc, si on n'oublie pas, si on se rappelle pas ça, en fait, on peut vite se perdre dans d'autres chemins qui sont ceux notamment de la rentabilité. Évidemment, on travaille dans une société dans laquelle il faut qu'il y ait une rentabilité minimum pour que ça fonctionne, etc. Mais c'est pas l'objectif, c'est pas la fin en soi. La fin en soi, c'est de loger des gens. Donc aujourd'hui, d'autant plus dans un moment où il y a une crise du logement et que on a des gens qui sont à la rue, je veux dire, l'immobilier, à la base, il est là pour les héberger. Donc ça, c'est notre action, notre dimension solidaire, mais on pourra revenir sur ces mots. Solidaire, responsable, en réalité, il faudrait les effacer, ces mots, parce que ça n'a pas de sens. En fait, on veut juste loger des gens. Est-ce que c'est vraiment solidaire? C'est parce que certains le font moins qu'on le devient, quelque part. Mais il faudrait que ça devienne une norme. Et après, sur la dimension de la rationalité, c'est que, en réalité, baisser tes loyers, prendre soin de tes locataires, loger des gens, c'est une dimension de bon sens qui permet de durer sur le long terme, en fait, quelque part. Et donc là, je pense on s'est aussi perdu, et notamment dans l'immobilier, sur des notions de court terme et long terme. Et c'est une chaîne qui finalement est très court-termiste. Donc je pense que au final, ce qu'on fait, c'est un investissement rationnel de bon sens. Et c'est pas non plus de la philanthropie. C'est un investissement qui permet à des gens de se loger, d'en prendre soin, qui vont rester, qui sont respectueux, et nous aussi, de notre collaboration, et ce qui fait que ça dure. Et ça, quelque part,
dans ton investissement, tu le retrouves de toute façon. Donc, il faut aussi amener la chaîne de l'immobilier classique peut-être à se dire que les one-shot, c'est peut-être pas ce qui est le plus rentable. Et donc, aussi nous amener à aller voir plus loin, plus long terme. Et là, on parle que de la relation avec le locataire, mais on peut aussi parler de la relation à l'écologie, à nos ressources, protéger nos ressources. C'est aussi une façon de prendre soin de notre écosystème et donc de durer plus longtemps, quoi, quelque part. Oui, toi, ce que tu dis, c'est qu'en fait, c'est en ayant une vision qui est d'abord celle de loger, donc je pense d'abord du résidentiel, mais de loger des occupants et d'en prendre soin, entre guillemets, ça, on te le rend sur ton investissement. On te le rend sur ton investissement parce que tu fais quelque chose de durable dans le temps. Tu vas avoir des occupants qui ont envie de rester et de s'établir dans des biens qui sont bien gérés et parce qu'on prend soin d'eux, qui vont moins tourner, donc moins de rotation, moins de coûts de gestion, et finalement un actif qui sur le long terme est pérenne et un actif de bon sens en fait. C'est ce qu'on cherche dans l'investissement à la base, quoi. Exactement. Donc, je pense qu'on a vraiment cet enjeu de faire la passerelle entre les mondes et de surtout pas penser qu'une foncière solidaire ou un acteur de l'immobilier solidaire est un acteur atypique. En réalité, on est des acteurs comme les autres, on a juste une finalité qui est différente, on se bat pour quelque chose de différent peut-être, mais en réalité, on utilise des outils similaires et notamment, du coup, les calculs de rendement, de TRI, on les fait aussi et quelque part, la pérennité de ton locataire, la qualité de ta relation avec lui, c'est des choses qui jouent beaucoup, quoi. Donc je pense qu'il faut un peu démystifier ça et c'est bien de le mettre en avant. Parce que toi, ton équipe aujourd'hui, c'est que, tu le disais, les fondateurs, vous êtes tous avec une expérience de l'immobilier traditionnel, de haut niveau, en fait. Et toute l'équipe fonctionne de la même manière. Enfin, c'est le même type de recrutement. C'est que des gens qui ont cette expérience-là. C'est un profil très professionnel. C'est les mêmes exigences que dans des foncières classiques. Ouais, je te dirais même plus que... Alors, j'ai pas jusqu'à dire qu'on a plus d'exigences, mais on a une exigence sur une palette qui est beaucoup plus large, et ça, c'est clair. C'est-à-dire que, en fait, on a évidemment des personnes qui font partie de notre équipe, ce sont des personnes spécialisées dans l'immobilier, spécialisées dans la finance, il y en a qui sont spécialisées dans le commerce, qui viennent de grandes foncières commerciales, il y en a qui viennent plutôt de sociétés de gestion, il y en a qui viennent de la construction, de l'architecture, de l'immobilier. Donc, en fait, là où le panel, il est plus large, c'est qu'à tout ça, on doit rajouter l'utilité sociale ou écologique, c'est-à-dire la capacité des personnes, de nos équipes, à comprendre la complexité du monde dans lequel on est et de comprendre qu'est-ce que leur action a comme effet sur l'environnement. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire que c'est là où je pense qu'on a une palette qui est large. Peut-être qu'au début, on a essayé que la personne, une même personne ait tout, c'est-à-dire qu'elle soit à la fois capable de comprendre l'effet politique de son action, d'être engagée, d'être militante, de pouvoir aussi dire bah oui, mais en même temps je fais de l'investissement, donc une grosse compétence dans l'investissement, dans l'immobilier, dans le commerce, dans le bureau, dans le logement, de piloter, de suivre des travaux, des architectes, des bureaux d'études, et après derrière de gérer ta commercialisation et de gérer ton actif sur le long terme. Donc ça fait une palette qui est hyper large. Maintenant, on se professionnalise aussi en amenant des profils plus experts dans un domaine que dans un autre, mais ça reste quand même un panel assez large qu'on attend de toutes les équipes qui nous ont rejoints. Et donc, tu as aussi des gens qui viennent du milieu du milieu du social, de l'économie sociale et solidaire. Et ça, c'est ce combo-là, il est hyper important. Il y a des gens qui viennent plutôt du milieu des sciences politiques, par exemple, aussi. Et tu as des gens qui sont très bons dans les sciences politiques, qu'il faut beaucoup plus former à l'immobilier ou à la finance, et d'autres qui viennent très facilement de la finance et de l'immobilier, mais qui ont, par leur cursus, eu moins de points de contact avec une dimension plus militante. Voilà. Donc on est dans ces enjeux-là, quoi, dans ces combos. Donc pour passer de l'immobilier traditionnel, où on va d'abord penser, la majorité des personnes qui le font, en tout cas, rendement, rentabilité et autres, à cette dimension un peu plus sociale, il faut quand même avoir, j'imagine, des convictions personnelles. Ça doit être une des premières choses qui doit te motiver, je pense, à arriver à ce domaine-là, non ? Ouais. Écoute, il y a vraiment des gens chez nous qui sont convaincus depuis bien avant moi, qui ont fait un chemin vraiment très long dans ça, qui sont très engagés dans ces sujets depuis longtemps. Des jeunes aussi, c'est hallucinant à quel point certains ou certaines sont chez nous depuis leur premier stage, ils sont ils ont cette fibre-là et ils ont fait tout leur cursus là-dedans. Et puis il y en a d'autres qui sont qui ont pris conscience de certains effets
plus ou moins tôt, plus ou moins tard. Moi, je considère que je l'ai pris au milieu de ma carrière, en fait, ce déclic-là. Et donc, comme tout le monde, on le prend à un moment ou à un autre. Et donc, je pense que ce que nous, on essaye de faire, déjà, c'est de comprendre le degré de maturité de cheminement des personnes et de voir, quand tu arrives ou quand tu commences à réfléchir, en quoi cet engagement-là, il est mûr pour pouvoir en faire son métier. Et après, on essaie aussi de démocratiser, d'acculturer, d'aller dans les écoles, etc. Ça, c'est hyper important parce que nos cursus dans l'immobilier, ils sont pas du tout faits pour comprendre tout ça, quoi. Donc, il y a aussi beaucoup à déconstruire, quoi, quelque part. Ouais, c'est ça, c'est pas la première chose. Et aujourd'hui, vous êtes combien dans on l'équipe? est 35, 40, entre 35 et 40 personnes à peu près, compris les associés. Ok. C'est intéressant que tu parles de la nouvelle génération parce que, en fait, deux choses. Je voyais dans votre rapport, vous disiez qu'en gros, traditionnellement, les acteurs de l'immobilier ont plutôt tendance à renforcer l'exclusion, à renforcer l'exclusion et à pas créer de valeur sociale. Grossièrement, je résume, mais c'est un peu l'idée. Et on voit qu'il y a toute une nouvelle génération qui est peut-être beaucoup plus sensibilisée aux enjeux de demain, que ce soit les enjeux environnementaux, les enjeux sociétaux, les enjeux de gouvernance aussi. Et on a vu beaucoup d'investisseurs surfer sur cette vague-là, avec la vague du, entre guillemets, greenwashing, tous ces fonds qui sont des fonds ESG, donc ESG étant environnemental, sociétal, gouvernance. Les fonds ESG, les fonds verts, dans l'immobilier comme dans d'autres aspects de la finance, ça a été une thématique qui a été un peu forte ces derniers temps. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Et en quoi vous apportez quelque chose de différenciant par rapport à ça? C'est une bonne question et peut-être je vais, avant de répondre, ce que j'aimerais dire, c'est je pense que nous, on se pose beaucoup la question de à quoi on sert, quelle est notre action, Belleville, c'est pourquoi, en quoi on a un impact sur la société. Et je me pose beaucoup la question sur notre rôle de faire passerelle vers d'un monde peut-être plus traditionnel vers un monde plus militant. Et nous, on est vraiment dans les deux mondes. Et donc, je pense que ça, c'est peut-être un de nos espaces d'action où on est les plus utiles, quoi, je pense. Donc, du coup, ça veut dire qu'on doit, par rapport à ta question, être crédible et compris des deux côtés et que on soit très pur dans notre engagement écologique et social, très jusqu'au boutiste, si je peux dire, quelque part, un petit peu. Et d'un autre côté, qu'on dégoûte personne, en fait, qu'on ne fasse peur à personne et qu'on arrive à faire comprendre au monde de l'immobilier classique qu'en fait, c'est un chemin pour tout le monde, en réalité. Et donc, du coup, quand on réfléchit à ça, d'une part, ça s'adresse aux jeunes, c'est-à-dire, en fait, il faut plus vite possible faire comprendre aux jeunes qu'il y a une autre façon de faire son métier et qu'on peut y prendre du plaisir. On pourra reparler de cette notion de plaisir, je pense que c'est important. Et d'autre part, à des grands acteurs que tu peux faire de l'immobilier différemment, que cet immobilier-là, c'est un immobilier de bon sens, que ça peut être rentable aussi. Et donc, voilà, ce que je pense, c'est que c'est très bien que les grands fonds, les grandes sociétés de gestion se retrouvent obligées quelque part de changer. Et donc, je pense qu'elles sont obligées par un phénomène sociétal, culturel, réglementaire aussi. Et tout ça sont des faisceaux qui vont pousser ces sociétés-là parce que c'est elles qui détiennent aujourd'hui 99% des capitaux, quoi. Donc nous, on est minuscules. Je pense qu'on restera toujours très petit. Et donc, quand bien même on soit petit, moyen, gros, on restera quand même minuscule dans ce monde-là. Donc en fait, comment on arrive à avoir un impact sur le système qui est plus fort? Et je pense que ça peut être par là. Donner envie à ces grandes sociétés de faire les choses différemment, peut-être moins par obligation que par souhait, de comprendre ce qu'elles ont à gagner à ce niveau-là. Et c'est pas que du recrutement, mais ça fait partie. Et qu'elles ont un rôle à jouer là-dedans. Et après, leur donner envie d'aller plus loin. C'est-à-dire de pas se limiter au social washing ou au greenwashing. Et se dire, quelle est la différence entre ce que fait Belleville et ce que fait une société qui fait le minimum, quoi. Et puis derrière, mais tu peux aller plus loin, et qu'est-ce que tu vas gagner à aller plus loin, etc., etc. Et ça, je pense que c'est un de nos rôles très fort. Tu parles souvent de revitaliser les territoires.
Concrètement, ça veut dire quoi pour toi? Nous, on est parti du principe, pour te refaire l'histoire, quand on a démarré, on était 5, on n'a pas beaucoup de capitaux. On s'est dit, on n'arrivera jamais à faire un investissement dans une grande métropole. On ira là où, quelque part, il y a des besoins, il y a des villes moyennes. On a appelé ça les villes moyennes. C'est donc la définition de la ville moyenne n'est pas simple, mais en gros, entre 20 000 et 100 000 habitants, on va dire. Les villes moyennes, c'est une des façons de les définir, c'est des pôles d'attractivité autour dans une région, dans un territoire. Elles sont leur propre pôle d'attractivité et elles ont entre 20 000 et 100 000 peut-être habitants. Et on s'est dit, là, il y a quelque chose à faire. Il y a un vrai enjeu peut-être social et écologique parce qu'il y a des besoins. Et en même temps, c'est peut-être à la portée de nos moyens. Donc, on s'est dit, notre action dans ces territoires-là, elle est plutôt de se dire, finalement, ça manque d'activité. Il y a des vrais problèmes de qualité du logement en centre-ville. Il y a des problèmes de centre-ville qui se vident. On a des problèmes de manque de commerce. Et ça, c'est assez marrant quand tu mets le doigt là-dedans parce que tu te rends compte que c'est comme un serpent qui se mord la queue, puisque finalement, la politique qui a été faite dans ces villes-là, qui a été parfois une politique de l'artificialisation des sols, d'aller chercher du logement individuel en pavillon, en périphérie de la ville, a impliqué des déplacements en voiture, qui implique lui-même de se consommer en voiture dans des centres commerciaux, et qui a vidé ton centre-ville. Donc, quelque part, en fait, les gens n'habitent plus en centre-ville. De ce fait-là, les logements se vident, on les rénove plus, ils sont pas qualis, il n'y a pas d'extérieur, on n'a plus envie d'y habiter, et en plus, il n'y a pas de commerce. Donc, à la fin de ça, ta plus grande valeur, tu as perdu de la valeur au sein de ton centre-ville. Et comment tu les redynamises, ces voilà. centres-villes-là? Donc, nous, on n'a pas la prétention de les redynamiser, on a une petite action. Mais en fait, à partir du moment où tu remets de l'énergie, de l'argent, du temps, des personnes, du moyen dans un centre-ville et que tu y crois, tu rechanges un petit peu la dynamique, quoi. Et on a, nous, une opération qu'on a livrée à Albi, mais c'est pas la seule. On a des opérations, par exemple, à Albi, à Verdun, à Sens, au Havre. On a une plus grosse ville, le Havre. Et dans cette ville-là, par exemple, à Albi, le centre-ville, il est magnifique. Tu as une cathédrale qui est exceptionnelle. C'est un centre-ville qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et des villes comme ça, il y en a plein d'autres en France. Tu te dis, mais ça ne peut pas perdre de la valeur. Moi, c'est ma conviction. Que, je dirais pas ça de toutes les villes, mais des villes comme ça, c'est pour moi qu'une question de temps, quoi. Et j'avais aussi écouté des gens expliquer un peu les qualités et les bienfaits de ces centres-villes de taille moyenne. Et quand tu es dans une grande ville comme Paris, Montpellier, Marseille, grande métropole où tu étouffes, tu n'as pas beaucoup de... Dès que tu veux sortir, il faut 40 minutes pour sortir de ta ville. En fait, c'est des espaces dans lesquels tu es proche de la nature. En 10 minutes, tu sors de ton centre-ville, tu fais tout à pied, tu connais les gens, il y a du lien qui s'installe entre les personnes, qui a énormément de bienfaits. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de travail, souvent, pas des bons transports et pas des bons logements, quoi, en gros. Et donc, c'est ça, en fait, où il y a une action à remettre. Donc, nous, modestement, on ne pourra pas agir sur tout, mais si on peut... participer à activer ces centres-villes, on le fait. Et je pense que c'est là où nous on utilise l'immobilier, c'est que finalement tu te dis on a racheté une ancienne école au centre-ville d'Albi, je la rénove, on la loue, on a une action, c'est très bien, mais en fait toute la chaîne de l'immobilier peut permettre d'avoir une action encore plus forte, et c'est ça qu'on va aller chercher. C'est-à-dire par exemple, si on fait travailler des acteurs locaux, tu favorises l'économie locale. Tu favorises l'emploi de matériaux locaux. Tu limites tes transports, tu as un impact sur l'écologie, tu as un impact sur l'emploi. Les gens qui sont de là-bas et qui travaillent là-bas, si tout le monde faisait comme ça, ils auraient un emploi là-bas, donc on aurait plus d'emplois. S'il y avait plus d'emplois, les municipalités, elles investiraient plus, il y aurait plus d'équipements, et ainsi de suite. Donc en fait, nous, tout seuls, ça changera pas grand-chose, mais par contre, si ça devient un mouvement un peu plus fort, clairement, on a les moyens de refaire venir plus d'habitants dans ces villes pour un petit peu redistribuer, si je peux dire, un peu le nombre d'habitants sur le territoire, et qu'on se retrouve pas avec des zones complètement vides, quoi. Ouais. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est une action qui est... parce qu'en fait, effectivement, vous êtes un chaînon qui apporte une action positive pour ces centres-villes de taille moyenne, entre guillemets. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une action qui doit être concertée à chaque fois avec, d'une part, les municipalités et d'autre part, le réseau local, associatif,
économique pour que ça ait un sens plus global et plus fort et que ça crée de l'attraction sur ces secteurs-là? Clairement. Clairement, en fait, nous, on a une des règles quelque part, c'est de jamais faire un projet sans être, on va dire, lié à une municipalité qui a envie de le faire. Tous les problèmes auxquels que j'expose là, c'est des problèmes principalement politiques, en fait. En réalité, c'est où est-ce que l'État, la société, les villes mettent leur argent pour qui, comment ça s'organise. Donc, nous, on a l'intention de participer à cette action politique par notre métier, mais en fait, on n'est pas tout seul. Donc, et souvent, les problèmes qu'on essaie de gérer sont des problèmes qui sont issus de ces actions-là. Donc, quelque part, on veut aussi essayer d'éviter d'être en train de réparer les erreurs d'une politique. Tu vois. Donc, on a vraiment besoin de sentir si le politique, la collectivité va dans ce sens. Est-ce qu'elle soutient? Est-ce qu'elle comprend ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on a envie de faire la même chose? Ça, c'est hyper important. Parce que les problèmes, il y en a partout. Donc, on ira, nous, là où les gens, ils ont vraiment envie de changer. Et en général, ils ont envie plutôt. Ouais, carrément. Et tu vois, j'ai parlé beaucoup on a une action politique, mais nous, on est apolitique. Enfin, je veux dire, on est une entreprise et on bosse avec plein de formes politiques différentes. Donc, le problème qu'on décrit, il est apolitique. C'est tu te loger, trouver un petit commerce de proximité qui est pas vide dans ton quartier, ce genre de choses. Tout le monde a ces problèmes-là, quoi. Donc, clairement, il y a énormément d'envie. Par contre, quand la municipalité, elle est moins motrice, en réalité, c'est que notre effet, on galère en réalité. Et comme, ce que j'ai dit au début, on essaie de faire des loyers plus bas pour redonner de la capacité à nos bénéficiaires, en fait, on est quand même en train d'essayer de tirer toutes les ficelles qu'on peut pour baisser les loyers. Et vous faites de l'immobilier, on sait ce que c'est, quoi. Donc, c'est pas facile. Donc, galérer tout seul dans ton coin contre vents et marées, c'est pas cool. Donc, en fait, c'est plutôt galérer en collectif, si je peux dire, avec les municipalités. Et après, tout l'écosystème associatif, habitant, etc., c'est pareil, on essaye. Je dis pas qu'on le fait bien, tu vois, mais en fait, on essaye quand même de se connecter au maximum à cet écosystème pour surtout, un des autres besoins, c'est de ne pas faire n'importe quoi ou de ne pas faire quelque chose qui soit hors sol. Donc, comment tu fais pour comprendre que ton action, elle est locale et qu'elle répond à un vrai besoin? Et ça, c'est hyper dur. C'est aussi pour ça que ce que je disais tout à l'heure, c'est que les équipes qui sont chez nous, on a besoin qu'elles rentrent dans cette complexité. Surtout pas rester en surface, en superficiel. Tu vas pas aller dire, OK, j'ai un local, je vais mettre une épicerie bio. Les gens qui habitent là, ils veulent pas de bio, ils ont pas les moyens de se payer du bio. Tu fais comment, quoi? Ça sert à rien. Donc en fait, il faut qu'on arrive à comprendre. Parfois, c'est très bien, mais dans d'autres cas, ça l'est pas. Donc en fait, il faut qu'on arrive à bien diagnostiquer l'écosystème local et comprendre de quoi il a besoin et accepter, c'est le plus dur, que parfois il va nous dire qu'il a besoin de quelque chose que nous on n'aurait pas forcément envie de faire. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment on discute de ça? Et ça c'est le plus important. Et comment on fait justement pour s'imprégner d'une petite ville ou des besoins locaux? Comment on fait pour les comprendre? En fait, je peux donner un exemple parisien, par exemple. On a une agence à Paris, une sur le pourtour méditerranéen, Marseille-Montpellier, et une à Toulouse. Dans ces villes-là, je pense que, alors je connais mieux Paris, mais dans un arrondissement, même dans ton arrondissement, t'es même pas local. Tu peux même pas dire d'un arrondissement à l'autre. Je suis pas sûr que tu puisses dire que t'es local. C'est-à-dire qu'il y a un tissu associatif qui est complètement différent. Donc, si tu fais ça dans une autre ville, potentiellement au sein d'une même ville, même si tu y es, tu l'es pas, quoi. Donc, je pense que moi, ma conviction, c'est que c'est se raccrocher aux acteurs locaux, c'est la seule solution. Okay. C'est la seule solution. Par contre, c'est pas facile. Parce que au sein de ces acteurs locaux, t'en as qui sont légitimes et d'autres qui le sont moins. Donc, comment tu fais? Et là, je reviens aussi à nos équipes. C'est hyper difficile pour elles d'avoir cette finesse. Et moi, c'est potentiellement la qualité que je recherche le plus. C'est une finesse de comprendre à qui je m'adresse, quel acteur local, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce que c'est d'aller creuser son action et de comprendre si cette action-là, elle est vraiment utile, que c'est une personne qui est bien intentionnée, qui fait bien les choses, qui accepte de se remettre en question. Et là, par contre, si on travaille avec ces gens-là, pour le coup, là, on a un vrai effet. Ok, ouais. Ça peut fonctionner uniquement si le travail est en commun avec des acteurs locaux, quoi. Ouais, qui savent, qui vivent là, qui connaissent, et là, on se raconte pas d'histoire, quoi. Ça veut dire que, il vous faut une dose de
de compétences qui est quand même super large et super fine, parce que ça veut dire que toi, finalement, tu es comme un acteur immobilier local, donc il faut que tu travailles sur ton permis, il faut que tu travailles sur ton projet architectural, il faut que tu travailles sur la viabilité économique quand même du projet, et il faut qu'en plus, dans ce projet, t'insères. Et c'est peut-être la première grille de lecture, un échange et une vraie finesse de discussion avec l'écosystème local, et mixer tout ça et en faire un projet qui fait du sens. Ouais. Donc ça, c'est vraiment, en termes de compétences que tu dois avoir en interne, ça doit être quand même très fort. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est 35. Ouais. Je pense que tu connais le monde des sociétés de gestion. Je pense qu'une société de gestion où ils sont 35 ou un fonds, 35, ça gère beaucoup de milliards, je pense. Nous, on gère 120 millions. Donc, d'un côté, c'est tout petit. D'un autre côté, moi, je vais dire que 120 millions, c'est beaucoup. Hein, c'est beaucoup de travail. Donc, non, je peux rien dire d'autre. C'est un grand écart qui est très fort. Et on peut pas faire ce métier d'avoir cette finesse de compréhension des enjeux, de la complexité du monde dans lequel on est, sans comprendre la finance non plus, sans comprendre quels sont les mécanismes qui vont faire que ta rentabilité elle sera plus ou moins haute, plus ou moins basse, comment le niveau, enfin voilà, la finance de l'immobilier c'est aussi un vrai métier. Donc globalement au début on a fait, je pense, je dirais pas l'erreur, mais peut-être quand même l'utopie de penser qu'une personne ferait tout, qu'on allait former tout le monde à tout faire. Aujourd'hui, on demande à des chefs de projet d'embrasser la totalité de cet espace, ce qui est déjà énorme, et de tout piloter, comme un vrai ou une vraie chef d'orchestre. Et après, à l'intérieur de ça, on a rajouté des compétences très pointues, expertes, dans la finance, dans la construction, et aussi dans l'économie sociale et solidaire, pour essayer d'être un peu plus pointu, maintenant aussi dans la commercialisation, ou par exemple dans l'exploitation de lieux, parce que ça c'est un autre biais. Mais ça c'est très compliqué. Par contre, si je te retourne la question, en réalité, est-ce qu'on pourrait faire sans, quoi? Est-ce qu'on peut faire de l'immobilier sans embrasser tout ça? Ou le faire bien, tu vois? Et ça, moi, je suis pas convaincu. C'est-à-dire que je pense pas qu'on puisse faire de l'immobilier bien si on est déconnecté du terrain et si on gère ça de loin en pilotant que la renta, quoi. Je pense pas que ce soit la bonne manière de faire. En tout cas, c'est peut-être moins durable. Ouais, clairement. En tout cas, tu sers pas les mêmes intérêts. Ouais. Et tu serviras moins les intérêts des gens qui sont là-bas. Voilà. Donc nous, d'ailleurs, dans l'immobilier, on parle de rendement couple rendement-risque. Ben nous, on parle de rendement risque-impact, toi. En gros, tu peux pas faire l'un au détriment de l'autre. Donc si tu maîtrises les trois, ben voilà, tu devrais quand même arriver à sortir des opérations qui ont un peu plus d'intérêt, quoi, je pense. Et pour parler un peu plus des projets, justement, j'ai remarqué qu'il y avait souvent une mixité d'usage, on va dire. C'est quoi les projets, pour avoir des exemples, par exemple, que tu peux nous donner? Ouais, tu t'entends la mixité d'usage au sein d'un même projet? Oui, au sein d'un même projet, ouais. Ben, la mixité au sein d'un même projet, pour nous, elle est venue du constat que il fallait qu'on arrive à créer de la vie au sein d'un lieu et que cette vie, elle était décuplée par le fait qu'il y ait plusieurs activités, parce qu'aussi tu utilises au sein d'une même journée des espaces différents, etc. Donc globalement, il y a un peu de ça. Il y a un peu aussi du fait de prendre un peu le contre-pied des quartiers d'affaires ou des quartiers de logement social et des quartiers de logement résidentiel ou des quartiers de luxe. Je suis convaincu que c'est pas ce que veulent les gens, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis convaincu que, d'ailleurs, on l'a vu quand on travaillait sur l'immobilier de bureau. Moi, j'ai travaillé là-dedans. Ben, le déplacement de l'immobilier de bureau vers l'Est parisien, il était aussi issu d'une volonté des gens qui travaillaient dans les bureaux d'arrêter d'être dans un quartier purement d'affaires et que le midi, ils voulaient aussi avoir une vie sociale, etc. Donc, en gros, moi, je crois beaucoup à des quartiers mixtes, à une mixité de fonctions au sein d'un quartier. J'ai ni envie de travailler, ni envie de vivre dans un quartier qui est exclusivement voilà, résidentiel ou d'activité. Et au sein d'un même immeuble, c'est cette multiplicité de fonctions. Et après, nous, on s'est posé la question de est-ce qu'on fait que du logement? Est-ce qu'on fait que de l'activité? Est-ce qu'on fait que ça?
Et là, il y a une part de plaisir, c'est-à-dire qu'on aime tout, on avait envie de faire à la fois du logement, de l'activité, on fait des tiers-lieux, on fait des lieux culturels, on fait des lieux associatifs. Et après, d'un autre côté, on avait aussi vraiment envie, pour le logement, de répondre à un problème prégnant aujourd'hui dans la société, qui est la crise du logement. Et donc, je pense qu'une foncière comme nous, on se doit d'avoir un minimum de logement pour répondre et apporter quelques solutions, quoi. Mais c'est pas aujourd'hui le cœur de notre portefeuille, quoi, si je peux dire. Le logement reste au centre, mais vous associez d'autres... J'aimerais qu'il soit plus présent dans notre portefeuille, mais il reste aujourd'hui, on doit avoir 15-20% de logements. Ok. J'aimerais qu'on en ait plutôt 30-35 et avoir un tiers de logements, un tiers de locaux d'activité pour l'ESS et un tiers de ce que nous on appelle les tiers-lieux, des lieux de vie, des lieux culturels, des lieux, voilà, des lieux associatifs. Est-ce que tu peux nous parler du coup d'un des projets, je sais pas, les plus emblématiques de Belleville, par exemple, que vous avez pu réaliser depuis? Je peux te parler de plein de projets emblématiques. J'en ai pas un plus qu'un autre. Il y en a des plus gros, il y en a des plus petits, il y en a des Ouais. plus, voilà. Donc, Qui t'a peut-être plus marqué ou qui a été très important pour... écoute, boîte. je sais pas là, celui qui me vient comme ça en tête parce qu'on en parlait avant, donc je vais parler de celui-là. Mais on travaille aujourd'hui sur la Maison des médias libres, qui est un projet à Paris, dans le 18e. Pour le coup, d'ailleurs, ça me fait penser qu'à la question sur les villes moyennes, je fais un petit détour, mais avec le temps et en grandissant, Belleville s'est retrouvé aussi à intervenir dans des villes, dans des métropoles ou dans des zones tendues. Et donc, dans ces zones tendues, notre but, c'est de baisser les loyers. Dans les villes moyennes, notre but, c'est d'amener de l'activité, de la vitalité. Donc, voilà, c'est pour ça que là, je vous parle de Paris. Mais en gros, à Paris, le but, c'est de baisser les loyers. Et les médias indépendants français, donc aujourd'hui, un collectif d'environ 80 médias s'est réuni en disant on veut avoir un lieu pour pouvoir travailler ensemble, coopérer et nous exprimer et avoir un lieu aussi qualitatif, aussi puissant, aussi fort pour agir pour eux que n'importe quelle grosse boîte aurait envie d'avoir, quoi. Et donc ce projet, il est venu d'une personne physique qui s'appelle Olivier Legrain et qui est quelqu'un qui a voulu mettre sa fortune à service des médias. Et donc entre cette personne-là, la Ville de Paris, qui nous a fléché un immeuble qu'on est en train de racheter, et Belleville et tous les médias, on rachète cet immeuble et ensuite on va permettre à ces médias de se développer à l'intérieur. Et donc on est dans le 18e arrondissement. Et c'est un projet qui est hyper emblématique parce que quand je parlais de levier politique, ben là, en fait, nous, on fait de l'immobilier, on fait du financement, on fait quelque chose de très technique, très simple. Mais pour le coup, j'espère que ça va permettre à ces 80 médias, surtout, d'avoir une capacité d'expression beaucoup plus forte, d'avoir beaucoup plus de gens qui vont les suivre, de raisonner et de permettre aussi voilà, aux Françaises et aux Français de s'informer correctement, en transparence, d'avoir une qualité d'info meilleure. Et aujourd'hui, on sait à quel point c'est clé. Ouais, On doit bien s'informer, on sait qu'on est en danger à cet endroit-là, on est en risque, parce que les infos qui nous viennent, elles sont pas neutres, elles sont pas objectives toujours. Et donc, on a besoin d'avoir des canaux différents d'information. Et ces 80 médias, ils sont hyper, voilà, c'est des gens hyper courageux qui s'investissent beaucoup pour de la qualité de notre information. Et ça, pour moi, c'est hyper représentatif de l'action que Belleville peut avoir. Ok. Ouais. Voilà. Donc, Mais ça à côté, touche, vraiment tous les domaines, quoi. La culture, là, en l'occurrence. ouais, carrément. Ok. Il y a des médias là-dedans qui sont plutôt sur l'écologie, sur le travail, d'autres sont vraiment sur la dimension sociale. Et ça, voilà, je ne sais pas répondre à la question le plus emblématique parce que d'un autre côté, pour moi, un petit immeuble de logement dans une ville moyenne, c'est hyper fort dans l'action que j'ai envie de défendre. Ouais. Et je défends beaucoup les lieux ordinaires, tu vois, des choses ordinaires, simples, faire les choses bien et simplement dans notre quotidien. Je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être super fort comme levier pour nous. Et du coup, j'ai pas envie toujours de mettre en avant les gros projets, VS des trucs plus petits. Un petit café, petit coin culturel dans une petite ville, ça a énormément de sens. Et parfois, c'est beaucoup plus dur aussi. Voilà. Mais là, tu me poses la question, je te parle de la Maison des Médias Libres parce que c'est quand même un projet que je trouve incroyable. Ok. Et ça passe souvent par la réhabilitation d'immeubles ou je sais pas, d'anciennes usines. J'ai vu aussi que vous aviez des lieux comme ça un peu abandonnés, quoi. C'est souvent le cas. Nous, on est des grands fans d'architecture. Pour répondre à ta question, aujourd'hui, 100% de nos projets sont en réhabilitation. Okay. Je pense qu'on pourrait, on n'est pas interdit de faire du neuf.
Et si on faisait du neuf, on essaierait de le faire bien en construisant en bois avec des matériaux en réemploi, biosourcés, et donc avoir le minimum d'impact, mais on aurait un impact plus fort que si on était en réhab. Et pourquoi moi j'adore la réhab, c'est que je pense, on parlait tout à l'heure des centres-villes de taille moyenne qui sont, en fait, en France, en Europe, on a des centres-villes qui sont hyper beaux. Et donc, du coup, je trouve que un des leviers pour nous, pour créer de la valeur, c'est d'utiliser aussi le patrimoine et ces lieux ordinaires, ou ces lieux extraordinaires aussi, et de les mettre en valeur et de dire, en fait, on a rénové quelque chose, on garde la mémoire du passé, et je pense que l'histoire, etc. Et on est hyper attaché à ça. Et tu vois, je pense que tu vas en Amérique, aux États-Unis, en Amérique du Sud, on a perdu aussi. Enfin, ils n'ont pas toujours cette chance-là, en fait. Et nous, on a cette chance-là. Donc, je pense que c'est hyper fort si on peut mettre en avant ce patrimoine. Et du coup, on essaye de jouer entre la qualité du patrimoine, son histoire. Et je pense qu'en tant qu'investisseur, c'est aussi une manière d'aller créer de la valeur et de l'attractivité pour les gens qui viennent louer, les bénéficiaires, qui vont se dire, en fait, je me sens valorisé parce que architecturalement, c'est beau. Ça, je suis hyper attaché à ça. Parce que c'est bien pensé, bien conçu. Les matériaux sont beaux, ils sont chaleureux, ils sont de qualité. Il y a de la lumière, voilà. Tout ça, ça joue énormément dans la qualité de vie. Et en plus, je peux tirer un petit peu sur le côté historique ou patrimonial, quoi. Ok. Et aujourd'hui, là, pardon. Aujourd'hui, donc, on comprend assez bien ce que vous faites. Moi, je suis un investisseur particulier, ou je suis une personne lambda qui veut vous aider, qui veut vous apporter du soutien. Comment je fonctionne? Comment ça peut se passer? Aujourd'hui, pour répondre à la question comment on fait, on vient justement de lancer une société d'investissement propre à Belleville pour pouvoir permettre aux citoyens d'investir en direct au capital de cette société. Et on a donc de manière très simple, on a une plateforme digitale. Donc n'importe qui peut y aller et à partir de 100 €, tu peux investir, acheter des parts dans la société qui s'appelle Foncière Belleville. C'est une société d'investissement sous format SCA. Et Foncière Belleville, tu peux acheter des parts, 100 € et ensuite bénéficier d'une défiscalisation à hauteur de 25% si ton argent reste bloqué pendant 5 ans. Donc globalement, ce mécanisme-là, il est intéressant pour l'investisseur citoyen et il est intéressant pour nous parce que nous, en faisant ça, on peut capter de l'épargne citoyenne pour investir sur nos projets et ça baisse aussi le coût de nos fonds propres puisqu'on est aidé par la défiscalisation. Donc on pourra revenir là-dessus. Et globalement, sur les dernières années, on a commencé en levant des fonds. On a commencé en levant des fonds sur l'ITA. Donc c'était déjà de la finance solidaire et de l'épargne citoyenne participative, mais via une plateforme de financement qui s'appelle l'ITA, qui est vraiment chouette parce que ils ont un panel de plein d'offres dans l'économie sociale et solidaire, dans l'économie impact. Et du coup, les investisseurs, ils sont abonnés, ils peuvent choisir leur projet. Donc, on a levé près de 3,5 millions sur l'ITA sur ces 5 dernières années. On a levé aussi 2 millions, quasiment 2 millions auprès de conseillers de sociétés de gestion de patrimoine. Donc là, c'est plutôt des tickets plus élevés. C'est aussi des citoyens, mais qui mettaient des gros tickets, donc des gestionnaires de fortune, quoi. En gros, on a levé 2 millions comme ça. Et après, on a levé près de 7-8 millions de mémoire auprès d'investisseurs institutionnels, comme la Caisse des dépôts, Maïf Impact, Inco, le fonds Abeille, Abeille Impact, un fonds belge qui s'appelle Impact U, et un fonds de dotation et un investisseur privé, Olivier Legrain, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc du coup, on a fait un peu tous les combos, et le gros changement là qu'on a fait très récemment ces jours-ci, c'est vraiment de créer notre société d'investissement pour capter l'épargne citoyenne en direct. En fait, je l'ai pas dit, mais tous les investissements, tous les fonds qu'on a levés dans les 5 dernières années, c'était des fonds obligataires, c'est des emprunts. Ok. C'était pas du capital. Ouais. Et donc, on n'avait jamais pu faire bénéficier à nos investisseurs de la défiscalisation en étant actionnaire. Et on l'avait pas fait parce qu'on n'avait pas le véhicule, on n'avait pas la société, la structure adaptée pour le faire. Et donc, maintenant, on l'a créée et maintenant, elle existe. Et donc, on peut accueillir de l'épargne citoyenne et institutionnelle au capital de Foncière Belleville et faire bénéficier aux institutionnels de 3%. C'est le rendement à la sortie qu'on vise, 3-4%. Mais en plus, pour les citoyens, de ces fameux 25% de défiscalisation, si l'argent reste bloqué 5 ans. Et donc, du coup, ça permet aux citoyens d'avoir un rendement qui est quand même plutôt bon, même
vraiment bon, très comparable à d'autres formes d'investissement comme les SCPI. Et d'autre part, nous, ça nous coûte moins cher parce que ça va nous coûter ce qu'on va distribuer à la sortie au prix de rachat des parts, quoi. Et la défiscalisation, elle est un soutien pour nous. Donc, c'est hyper important parce que ça va nous permettre de baisser le coût de notre argent. Jusqu'à présent, notre argent nous a coûté 5, 6, 7%. Plutôt 6 et quelques, quoi. Et c'est beaucoup, en fait. Nous, on avait 12 millions. Tu fais le calcul, tu peux vite comprendre, calculer l'effet de nos charges financières. Et toutes ces charges financières, c'est de l'argent en moins pour nos bénéficiaires. Donc, nous, on aimerait bien baisser le coût. Et si on passe de 6 à 3%, le coût pour Belleville, ça va nous permettre de pouvoir faire baisser encore les loyers ou de continuer à investir dans des équipes qui ont des grandes compétences, quoi. Et pour l'investisseur, in fine, ça fait ça fait un rendement. S'il reste 5 ans, c'est 8%. S'il reste 7 ans, c'est 6,5%. Quelque chose comme ça. Bon, il faut faire le calcul exact, mais c'est vraiment ça que ça devient intéressant. Et je trouve que c'est là où c'est aussi cool d'être là avec vous aujourd'hui, parce que le podcast que tu as monté, moi, je suis beaucoup à cœur aussi de participer à acculturer, et c'est ce que vous faites, les personnes à ce que c'est que l'investissement, à l'épargne, et comprendre l'effet de ton épargne, comprendre qu'est-ce que tu peux faire avec, les bienfaits, les méfaits, et en quoi, en gros, tu dis, ah oui, mais en fait, quand je place mon argent à tel ou tel endroit, qu'est-ce qu'il a comme impact, et je pourrais financer une entreprise. Ah ouais, mais en fait, Belleville, c'est une entreprise. Comment je participe? Je peux participer à la vie de l'entreprise, etc. En quoi ça, c'est hyper enthousiasmant, quoi. On a presque le meilleur de tous les mondes, quoi, là. C'est-à-dire que les gens qui veulent investir dans l'immobilier, par exemple, mais avec des petits tickets, les gens qui ont des convictions, comme tout ce que tu as expliqué, social, écologique, environnemental ou autre, là, c'est vraiment accessible à tout le monde. C'est plus du financement par projet, mais on finance la société, enfin, on prend des actions dans la société qui, elle, va gérer un ensemble de projets, un portefeuille complet par la suite. C'est ça. Ouais, exactement. T'as bien résumé, parce que en fait, on essaie de faire le combo entre, c'est de trouver le meilleur des mondes. Nous, on a été attachés à la part à 100 € parce qu'on voulait que ça permette à des petits épargnants de prendre une part. Et si on était à 500 ou à 1000 €, on se serait coupé d'une partie des épargnants. Ouais. C'est beaucoup plus de gestion, un peu. Ouais. Mais on a préféré le faire. Donc ça, c'est hyper important. Et après, d'autre part, tu finances en effet la société. Nous, on est hyper transparent sur les projets dans lesquels on investit. Donc en fait, aujourd'hui, on a environ 1000 investisseurs obligataires qu'on a eu par le passé. On commence maintenant à avoir plein d'investisseurs qui arrivent sur la foncière Belleville au capital. Donc ça fait gonfler aussi ce groupe d'investisseurs. Et on essaie de mettre en place maintenant des actions concrètes pour permettre de créer du lien entre nous et les investisseurs. Et tu vois, ça, c'est aussi un élément clé. Tu investis dans l'immobilier, tu peux aller le voir. On met en place des visites de chantier avec nos investisseurs, avec les citoyens. Tu as mis 100 €, tu peux venir visiter un chantier. Ça, on le met en place. On met en place aussi des événements dans nos lieux, parce qu'on a la chance d'avoir des lieux qui sont des lieux culturels, des cafés, des bars associatifs, etc. Et donc, du coup, on veut faire venir nos investisseurs dans les lieux. On dit, regarde, c'est ça que tu as financé. C'est cet asso-là qui le gère. On peut faire une table ronde aussi avec eux, on peut discuter, se rencontrer et montrer ce qu'on fait. Créer une communauté aussi autour de tout ça, pas juste envoyer de l'argent, puis tu sais pas où il va exactement. Concrètement. Exactement. Et donc là, en fait, tu prends quand même le contre-pied entre j'ai acheté une assurance vie, je sais pas où va l'argent. Oui. Bon, déjà, tu as beaucoup de chances qu'il aille au mauvais endroit. Ça, c'est rares sont les placements financiers qui sont vraiment nickel. Donc, il faut diversifier. Diversifions aussi vers les entreprises en direct. Ouais. Là, tu sais exactement où ça va. Tu connais les gens, tu peux leur parler. Tu vois les projets. Tu peux même y aller et tu peux vivre aussi un petit bout de la vie de l'entreprise, de l'aventure, d'en faire partie, d'appartenir à un projet, quoi. Ensemble, moi, c'est ce que j'aime dans l'investissement de manière générale. C'est pour ça que j'investis pas plus depuis longtemps en bourse, par exemple, mais plutôt dans des startups ou des choses comme ça, où tu vas beaucoup plus être en lien direct et proche avec l'équipe fondatrice ou dirigeante, les projets en eux-mêmes, et tu peux participer aussi à des événements, des lieux, des réunions, des inaugurations, ce genre de choses, des lancements et tout. Donc, très, très cool. C'est un effet fort. L'effet de la communauté. Nous, on a peu travaillé dans les dernières années, puisqu'on a été...
On n'a pas eu le temps et Oui. maintenant on s'y met maintenant. Mais en effet, maintenant, on a vraiment, moi j'ai cette intention cette année-là, vraiment de créer des points de contact. D'ailleurs, pour être plus concret, en fait, on va faire un événement à Paris, un événement à Marseille, un événement à Toulouse chaque mois, Ok. en tournant, avec en alternant soit un événement physique dans un lieu avec des confs et des rencontres et un apéro, etc. Soit des visites de chantier, voire même des formats un peu plus ludiques, sportifs, des choses comme ça, avec nos investisseurs. Et je pense que ça, c'est clé parce que derrière tout ça, et je disais tout à l'heure, je ne sais pas quelle est la plus grande action de Belleville. Ça ne sera pas de détenir le maximum d'immobilier. Ouais. Tu vois, on sera jamais. Tu prends les bailleurs sociaux, ils ont une action très forte sur le logement social. Aujourd'hui, un gros bailleur social, il gère 350, 400 000 logements. Bon, ben, il y a du chemin, tu vois, on ne sera jamais là. Pas l'idée non plus. Et c'est pas forcément l'idée. Je pense que l'idée, peut-être que notre effort de traction vers la société, il est ailleurs. Peut-être que cet effort de traction, il est, je disais tout à l'heure, faire découvrir ce que c'est que de l'immobilier qui a du sens, comment tu peux faire ton métier, être content et prendre du plaisir. Et ça, c'est hyper fort. Je pense que dans les grosses sociétés d'immobilier, il y a plein de gens, ils prennent plus trop de plaisir parce que quel est le gros kiff dans ta vie professionnelle? Souvent, c'est le défi. J'ai fait un gros projet, j'ai fait un grand défi. Mais ça, on les a. Hein. On a des gros projets, on a des gros défis techniques, financiers. Donc, tu peux prendre du plaisir par le défi, mais tu peux aussi prendre du plaisir parce que tu vois vraiment l'action de ce que tu as fait. Et ça c'est hyper fort. Mais après, tu as aussi le deuxième axe sur lequel je pense qu'on a un levier d'action. C'est c'est toute la chaîne des épargnants en France et de comprendre, en fait, aujourd'hui, l'épargne française, c'est 6 000 milliards. C'est 2 fois le PIB de la France. C'est énorme. 6 000 milliards, j'avais pas calculé à quel point c'était 2 fois le PIB de la France. Donc 2 fois le PIB de la France qui est placé, et sur tous ces épargnants-là, t'en as 70% qui voudraient que ça ait du sens, que leur argent ait du sens. On est en plein dedans, là. On est en plein dedans. T'en as 63% qui savent pas où va leur argent, 60 et quelques, et t'en as 80% qui voudraient plus de transparence. T'imagines le levier. Donc si tu donnes de la transparence et tu donnes du sens aux Françaises et aux Français, ce 6 000 milliards, tu peux aller le capter. Et malheureusement, aujourd'hui, sur 6 000 milliards, t'en as que 0,5% qui sont fléchés vers l'épargne solidaire. 30 milliards. Ouais. C'est rien. Donc en fait, juste on double ce chiffre, on double l'action des entreprises de l'immobilier solidaire et qui sont nombreuses et absolument... voilà, il y a Belleville, on n'est qu'une petite parmi d'autres. Et on pousse à... Nous, on est très solidaires entre nous aussi. Donc on pousse à aller investir voilà, chez nos copains de Village Vivant, Terre de Liens, Habitat Humanisme, SNL Prologue, Caritas, etc. Parce que c'est des superbes boîtes. Et donc, il faut que ces entreprises-là aussi, elles captent de l'épargne citoyenne, quoi. Ça peut fonctionner que par l'effort commun aussi, Ouais. à terme, en tout cas sur du long terme, quoi. Ouais. Moi, je trouve ça super intéressant, notamment ce que tu disais sur la transparence, l'effet de communauté. En fait, c'est bien de rappeler que l'immobilier, c'est de la pierre et qu'avant d'être un investissement papier, c'est de la pierre et que tu peux, à travers ton action, avoir un impact très, très concret, en fait. Et peut-être que l'immobilier, c'est un des vecteurs financiers le plus facile pour avoir un impact concret dans la vie sociale des gens. Mais une fois que tu as fait ça, comment, moi, j'ai de l'épargne, tu vois, j'ai de l'épargne à déployer, et je me dis, effectivement, Belleville, ça a du sens, ça a de l'impact, et demain, je peux aller voir un chantier. Comment je peux m'assurer que ça va être contrôlé, que l'entreprise ne va pas chercher à faire des profits sur le dos des épargnants, sous l'égide, finalement, d'un impact. Quels sont les biais de contrôle que vous avez pour mesurer que votre performance ne va pas être démesurée, que l'entreprise ne va pas chercher à s'enrichir plutôt que de servir sa mission. Ouais. Je suis un peu provoquant, mais non, mais c'est important pour... Au contraire, moi je suis hyper content que tu poses cette question, et en fait on va nous-mêmes sur ces sujets, on a besoin en fait de démontrer qu'on est légitime, crédible, donc en fait plus il y a de contrôle et mieux c'est pour nous, hein, vraiment.
Donc, nous, par exemple, on a deux agréments ou labels qui vont dans ce sens-là. Le premier, c'est l'agrément ESUS, donc Entreprise solidaire d'utilité sociale. C'est un agrément d'État que tu as au début pour 1 an, puis 2 ans, puis 5 ans. Donc, nous, on l'a eu pour 5 ans récemment. Ça veut dire qu'on l'a d'abord pour 1 an, puis pour 2 ans, tu renouvelles, et on l'a pour 5 ans. Cet agrément-là, il permet déjà de fait de faire bénéficier aux investisseurs de la défiscalisation. Ouais. Mais c'est un agrément aussi qui prouve l'utilité sociale, donc avant tout l'objet social de ton entreprise. C'est les services de l'État qui auditent ton dossier et qui vont dire, en effet, l'objet social est avéré. D'autre part, il y a des engagements que tu prends de ne pas te distribuer plus de 50% des dividendes et le reste, tu es obligé de le mettre en réserve, de le garder dans l'entreprise. Tu es obligé d'avoir des écarts de salaire qui sont réglementés entre 1,10 ou 1,7 de mémoire. Voilà, nous, avec Bellevue, on est à 1,2,4 et tous nos partenaires, ils sont à de 1 à 2,1, de 1 à 1,7, de 1 à 3, tu vois. Donc, on est tous très militants aussi sur les écarts de salaire au sein de la boîte. Voilà, tu as pas mal de mécanismes qui montrent l'action de ton entreprise. Et après, on a un autre label qui est le label Finansol, qu'on a eu récemment justement pour cette société d'investissement, qui est le label de la finance solidaire et qui est un label qui est très reconnu et qui tend à rassurer les investisseurs citoyens mais aussi institutionnels qu'il y a de la transparence tant sur l'utilité sociale que sur la gestion de la société en fait. Donc ce label on l'a eu et donc tu peux aller par exemple si tu vas sur le site de label Finansol, Faire Finansol, tu vois toutes les entreprises qui sont labellisées, tous les fonds qui sont labellisés et donc tu peux aussi avoir de la transparence. Mais ça reste peu pour je veux dire le commun de la société quoi, tu vois, c'est encore difficile. On n'a pas le rayonnement que auraient d'autres sociétés, d'autres placements, etc. Mais en fait, on est en train de se structurer pour essayer de plus en plus d'être visible, quoi. C'est ça notre enjeu. Ouais. C'est d'être de plus en plus visible, d'être très pro et aussi labellisé, comme je viens de l'expliquer, pour rassurer les investisseurs, parce qu'en fait, il faut être capable de gérer l'argent aussi après derrière des épargnants, quoi. Mais moi, ce que je trouve super intéressant, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est aussi que globalement, là où tu fais appel à de l'épargne citoyenne, donc les épargnants, tout le monde, en fait, un public assez large, mais tu as aussi des institutionnels ou des simili-institutionnels ou des grosses fortunes qui ont investi avec toi et qui ont du coup des critères d'investissement qui sont institutionnels, professionnels. Donc, moi, en tant qu'épargnant particulier, investir dans une structure dans laquelle il y a déjà des gens qui ont validé tous les critères institutionnels, je trouve ça assez rassurant. Ça veut dire que tu coches des cases, quoi, que tu sais gérer de l'argent, qu'il y a une équipe compétente derrière, que c'est un manager avec de l'expérience et pas que... et tu vas pas être floué parce que tu parles avec la CDC, tu parles avec Maïf, c'est des structures très pro, quoi. Ouais, carrément. Ouais, je pense que c'est vraiment une passerelle entre le monde institutionnel et citoyen qui est important. Et aujourd'hui, on peut pas dire... Belleville, je pense qu'on a été financé à 3/4 par les institutionnels. Sur 13-14 millions. Peut-être un peu moins, mais on a eu 4-5 millions de citoyens. Donc, la base citoyenne, pour moi, elle est hyper forte parce qu'elle te rappelle au monde réel, elle te rappelle aux gens, elle te donne envie. Et c'est ça qui est important dans la question de la communauté. C'est qu'il faut aller chercher le lien, il faut aller chercher les gens qui vont te challenger et te dire « Attends, t'as fait quoi comme projet, etc. » Et aussi parce que on est des millions en France, il y a toute cette épargne qui est là aussi. Il y a un levier de transformation qui est super fort. Les institutionnels, c'est hyper important parce que ils nous amènent aussi de l'exigence qui est pas la même exigence. Le citoyen, il amène une très grande exigence aussi, mais une exigence à un autre endroit aussi dans le professionnalisme, dans le reporting, etc. C'est aussi des soutiens très forts pour nous parce que sans les institutionnels, on serait pas là. Et c'est aussi les fonds institutionnels, c'est aussi de l'épargne citoyenne qui vient par l'assurance vie, par d'autres biais. Donc en fait, c'est des acteurs qui sont professionnalisés dans leur gestion de l'épargne citoyenne aussi. Donc finalement, c'est quand même de l'épargne citoyenne qui est intermédiaire, mais qui vient quand même par un autre endroit, quoi. Donc ça pour nous, c'est hyper important.
Et on tient beaucoup aux deux. Je pense qu'il faut qu'on continue à être capable d'attirer les deux. Moi, je trouve que c'est super rassurant d'avoir les deux. Et effectivement, l'épargne citoyenne en direct, tu parles directement avec les gens. Et les gens ont la possibilité de voir l'effet de leur investissement concrètement. Ouais. Et l'apport de l'investissement institutionnel à côté, oui, ça donne beaucoup de réassurance, je trouve, et beaucoup de certitude sur le professionnalisme des équipes qui gèrent, quoi. Ouais. Et tu vois, les SCPI, Ouais. on se pose pas trop la question. Au final, s'ils sont professionnels, alors maintenant, si on se pose la question, peut-être. Parfois, il faut plus se poser Parfois, la il question. faut plus se poser la question. Mais en tout cas, c'est de l'épargne citoyenne qui est gérée et qui est investie dans des biens. Est-ce que tu sais toujours dans quoi c'est investi? Pas tout le temps. Non. Est-ce que tu serais content de savoir dans quoi tu as investi? Pas toujours. Pas toujours. Ouais. Et je dis pas que c'est pas bien, tu vois. Il y a des très bonnes SCPI, mais je dis juste que, d'ailleurs, pour moi, une bonne SCPI, c'est une où tu as une forte transparence et que l'investissement, en tout cas en tant que citoyen, tu as envie de savoir dans quoi tu as mis l'argent. Bien sûr. Et c'est un peu comme quand tu achètes, tu mets ton argent dans une assurance vie, et puis en fait, c'est une galère de savoir ce qu'il y a derrière le produit assurantiel. Je pense que personne vraiment, à part des ultra initiés, mais la grande majorité des citoyens n'ont aucune idée de où va leur argent et à quoi elle sert. C'est hyper compliqué. Je pense que si tu fais l'exercice de voir ce qu'il y a dans ton assurance vie, en fonction de ton profil, et donc du coup, quand bien même tu sais, je pense que même la dénomination du produit, elle est pas simple. Il faudra aller fouiller. Admettons que tu as toute la liste des produits dans lesquels tu as investi. Bon, elle existe, cette info. Tu peux l'avoir. Mais donc en gros, je pense qu'on a un vrai enjeu à montrer et nous on a une épingle, une épingle à tirer. On peut sortir un peu du jeu aussi en montrant, c'est une entreprise et je dis Belleville, mais ça vaut pour tous nos partenaires, des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui sont ancrées dans l'économie réelle, qu'elles tu peux aller les voir, tu vois ce qu'ils font et en plus on est ultra transparent sur ce qu'on fait et tous nos projets. C'est aussi ça, 100% de nos projets sont des projets qu'on dit écologiques ou sociaux, quoi. C'est-à-dire que c'est pas un paquet dans Belleville où tu as 10% de projets qui sont sociaux et 90% qui ne le sont pas. Aujourd'hui, on se veut être un produit 100% impact, si je peux dire, quoi. Et c'est-à-dire que quand tu mets ton argent dans des entreprises de l'ESS, tu as mis 1 euro, tu auras 1 euro d'impact. Ouais. Clairement. Par contre, quand tu le mets dans un fonds impact, et c'est d'ailleurs pas... C'est obligatoire, c'est réglementaire de ce que je comprends, donc t'as pas le choix, tu le sais mieux que moi. Mais donc c'est pas une faute des gérants ni rien, c'est juste que c'est comme ça, il faut qu'il y ait 10-15%, pas plus, au maximum, vers du solidaire, quoi. Donc aux épargnants aussi de mieux comprendre. Et je trouve que je reviens sur le podcast, mais c'est important, moi je trouve... de donner des outils et le podcast c'est ça aussi, c'est permettre aux Françaises et aux Français de se dire je comprends mieux, qu'est-ce que je vais faire, je vais diversifier, je vais investir un peu ici, un peu là, un peu dans l'immobilier, un peu dans une SCPI, un peu dans l'entreprise solidaire, un peu en direct, un peu en action, un peu en obligation et ça c'est fort. Le but, c'est l'idée, exactement. Et il ouvre quand du coup ce fonds d'investissement? Cette société là elle est ouverte, là elle est en ligne aujourd'hui sur notre site, quiconque peut aller et souscrire à commencer à investir, à épargner, à placer son argent. Exactement. On a déjà collecté 150 000 ou quelque chose comme ça là dans les derniers jours et ça c'est ça continue. C'est un fonds qui est ouvert, donc c'est une société d'investissement qui est ouverte à capital variable, donc en fait ça sera en permanence en collecte et tout le monde peut investir et je pense que c'est vraiment intéressant. Après notre défi à nous maintenant. Comme aux autres d'ailleurs, c'est d'avoir une façade grand public aussi, et institutionnelle et grand public, parce que c'est là où c'est l'enjeu, c'est d'être visible aussi dans les médias, pour que quiconque entende parler de Belleville ou d'une autre foncière solidaire, c'est un vrai enjeu en soi, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Et c'est quoi ta vision à long terme, à 5 ans, 10 ans de Belleville? Des projets internationaux, pas du tout, on reste en France. C'est quoi la vision? Je pense que non, j'ai pas une vision comme ça d'expansion et territoriale et même taille ou autre. Je pense que déjà en collectant bien, on va pouvoir continuer à bien faire notre métier,
à continuer à acheter des immeubles, à mettre sur le marché des surfaces à des prix les plus bas possibles pour l'économie sociale et solidaire, d'acheter plus de logements. Voilà. C'est vraiment ça l'enjeu. Et je pense qu'aujourd'hui, on a atteint en 5 ans une taille critique qui est suffisante pour pouvoir continuer à agir sans devoir trop grandir, quoi. Donc je pense que voilà, aujourd'hui, nos ressources humaines, si je peux dire, les équipes sont déjà là en finance, en gestion, en admin, en impact, etc. Donc globalement, on n'aura pas trop besoin de grandir, je pense. Et je pense que je préférais qu'on... Comme ça, c'est une réflexion en cours, mais je préférais qu'on reste à une taille humaine aussi pour pouvoir pas trop grossir non plus, quoi. Garder cette échelle et cette dimension humaine, se connaître et tout. Mais après ça, c'est plutôt le volet entrepreneurial interne qui est hyper fort aussi. C'est comment on est bien entre nous, comment l'équipe se sent bien, on arrive quand même à travailler la qualité de vie de l'équipe et tout. Et juste, moi, j'avais une question sur... parce que tu disais, effectivement, la différence avec un fonds impact, c'est qu'un euro, c'est 1 euro d'impact, alors que dans un fonds impact, effectivement, pour ceux qui le découvrent, entre guillemets, tu as un certain nombre de critères qu'il faut que tu respectes. Et la réalité, c'est que l'impact que doit générer ce fonds, ça doit être qu'un pourcentage, et en général, c'est minoritaire, c'est plutôt 10-15%, plutôt que 100% comme chez vous. Et à quel point vous allez loin dans l'impact, c'est-à-dire sur l'impact environnemental, quand tu fais un projet, est-ce que tu peux nous illustrer un petit peu à quel point vous poussez la démarche sur l'impact environnemental, sur l'impact social quand tu réhabilites un immeuble? C'est intéressant, ça, parce qu'on parle beaucoup de matériaux, de pollution, ce genre de choses, effectivement. C'est une super bonne question parce que c'est là que tout se joue, quoi. C'est-à-dire que c'est dans les détails que ça se joue. D'abord, on a créé une grille d'impact interne pour nous, pour piloter un peu et monitorer nos actions. Et donc, c'est une personne chez nous, Diane, qui a fait ça. On a travaillé beaucoup dessus. En gros, il faut savoir que rien que ça, c'est un énorme investissement. Je ne sais pas combien, je veux même me refuser à le chiffrer, parce que je pense que ça ferait beaucoup. Sur 5 ans de travail, à travailler sur ces dimensions d'impact, s'acculturer. Tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé de la finesse, de comprendre la complexité. En fait, c'est que des discussions entre nous. C'est de l'auto-formation, si je peux dire, sur monter en compétence au niveau des équipes. Déjà, ça, c'est énorme. Ensuite, construire une grille, d'aller piocher dans toutes les grilles qui existent du monde de l'investissement, du monde de la finance, du monde des grilles ISR, etc. Compiler ça et rajouter notre touche à nous pour en faire une grille qui est sur mesure et qui est propre à notre activité. Donc ça, c'est un autre travail qu'on a fait. Et cette grille, elle est structurée autour de 7 thèmes qui traitent de l'écologie, par exemple de l'économie, de l'emploi, du territoire, du partage du pouvoir, partage de la valeur. Donc tu as différents thèmes comme ça qu'on traite. Et donc tu vois, je parle par exemple partage du pouvoir, partage de la valeur. Donc en quel point on va loin? Nous, une façon de savoir si les gens vont loin, c'est est-ce qu'ils traitent ça, par exemple. Si tu t'arrêtes sur l'environnement, très bien, mais en fait, tu vas pas traiter ou le social, ou l'économique, ou l'emploi, ou voilà. Donc déjà, ou le partage de la valeur et le partage du pouvoir. Donc là, on va loin. Et à l'intérieur de ces thèmes, il y a une quantité importante d'indicateurs en plus qu'on vient mesurer sur tous nos projets. Donc ça, c'est hyper important. Et après, concrètement sur une opération, par exemple, tu vois, on a parlé d'une opération qu'on a livrée sur l'île Saint-Denis, qui est c'était un ancien entrepôt utilisé par une entreprise de peinture signalétique urbaine. Et on a racheté avec une association. Donc déjà, premier point, on l'achète avec une association. On l'achète ensemble. Okay. Une association du territoire. Déjà, on partage la détention de l'actif ensemble. Ensuite, on a fait le projet en lien avec la collectivité, la mairie de l'île Saint-Denis. Et avec cet asso, on a tout pensé ensemble. Et avec toutes les assos qui allaient vivre dans ce bâtiment, parce qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est des lieux locaux d'activité pour des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc, on a travaillé avec elles pour comprendre comment on allait concevoir le bâtiment pour elles. Et ensuite, on a déjà tout gardé. On a essayé de garder le maximum. On essaie de faire beaucoup de réemploi in situ en premier. Donc, tu vois,
on parle de recyclage, par exemple, certains parlent de recyclage, nous on va parler avant tout de réemploi. C'est que c'est beaucoup plus bénéfique de réemployer quelque chose que tu as utilisé sur place plutôt que de l'envoyer ailleurs pour le détruire et le recycler, en fait. Donc le recyclage, c'est bien, mais c'est après. Juste déjà, pour clarifier, le réemploi, c'est quoi? C'est en gros, tu vas prendre un bardage un bardage sur ta façade et tu vas le réemployer pour autre chose. Exactement. Toujours dans la construction, dans le projet que t'as, quoi. Exactement. Donc déjà, tu vas réutiliser des choses qui sont idéalement in situ sur ton bâtiment au départ et tu les réutilises in situ. Après, si tu n'as pas assez de ressources sur ton lieu, bah, tu vas prendre des choses qui étaient utilisées ailleurs et tu vas les utiliser sur ton site. Donc, c'est du ex situ, quoi, quelque part. Après, quand tu as fait tout ça, tu as peut-être des choses que tu peux pas réutiliser, mais là, tu vas les envoyer peut-être à recycler, etc. Et c'est très bien. Et nous, on va acheter des produits qui sont d'abord du réemploi d'ailleurs, ensuite ou recyclés ou biosourcés. Et donc voilà, on va aller rien que sur les matériaux, il y a un énorme taf. Après, on va travailler au max avec des entreprises en insertion. Donc plutôt que de travailler avec des entreprises, faut savoir qu'une entreprise en insertion par l'activité économique, c'est une entreprise qui travaille avec des salariés qui sont parfois éloignés de l'emploi, qu'il faut reformer. Donc tu as forcément un petit peu, beaucoup même, de travail, d'accompagnement social, etc. Donc en fait, quelque part, ça va un peu moins vite. Enfin, c'est très pro. C'est loin de moi l'idée que ça l'est pas. Mais c'est parfois, par exemple, nous on a loué un entrepôt à la fédération Envie à Trappes. Leurs salariés sont en insertion, ils réparent de l'électroménager. Mais il faut les reformer, les gens, ça prend du temps. Donc en fait, ils ont besoin de ressources aussi pour faire ça, quoi. Donc voilà. Donc nous, notre bâtiment, on va travailler avec des entreprises au maximum en insertion. Et après, on va essayer de travailler avec des acteurs engagés, des coopératives, voilà, ce genre d'acteurs. Et puis ça, c'est rien que sur le volet écologique ou constructif. Puis après, on va baisser les loyers. On va essayer de comprendre quelle est la capacité à payer des associations avec qui on est. Et quelles sont leurs capacités. Je vais donner un exemple très clair, par exemple le dépôt de garantie ou payer ton loyer pour les 3 prochains mois trimestriels le premier jour du mois. Ouais. Ça, on a mis un peu de temps. Maintenant, si je peux, je le refais plus. Alors, je sais pourquoi on le fait. C'est-à-dire que, en fait, on va essayer plutôt de payer au mois le mois. On va essayer de voir comment on peut adapter le plan de trésor de la société immobilière pour qu'on ait un peu de BFR au début, pour pouvoir permettre à l'asso de payer à la fin du mois et pas au début. Parce que c'est des structures qui sont dépendantes parfois de subventions ou qui ont moins de moyens. Ils n'ont pas la capacité à les bloquer en trésor 3 mois de loyer. Voilà. Tu vois, donc ça, c'est un détail concret qui vient de l'industrie de l'immobilier et on sait pourquoi ça a été fait. Et donc, nous, on doit comprendre pourquoi ça a été fait pour pas faire des erreurs, parce que c'est pas pour rien que ça existe, ce truc-là. Le dépôt de garantie, c'est une bonne raison. Donc, on doit pas mettre en risque, notamment nos investisseurs, mais en même temps, on doit s'adapter aux capacités de notre locataire. Et ça, c'est du temps énorme à passer avec eux pour essayer d'adapter le business plan, le modèle, le financement aussi de l'actif. Et voilà, on vient baisser les loyers, on travaille avec les acteurs locaux, c'est des actions très concrètes qu'on met en place pour pouvoir aller plus loin, quoi, comme tu disais. Ouais, en fait, ça va. Moi, je trouve que ça va très loin si tu regardes le sujet, parce que finalement, toi, ton impact, ce qu'on connaît aujourd'hui dans les fonds impact, typiquement, moi, je travaille dans une structure traditionnelle. Quand on dit qu'on va avoir de l'impact, c'est-à-dire qu'on va faire une réhabilitation qui va être labellisée, dans laquelle effectivement, il va y avoir un petit peu de réemploi, il va y avoir des matériaux bas carbone, etc., etc. Mais ça s'arrête là. Ouais. Alors que toi, tu dis, mon impact, il commence dès le sourcing, puisque je vais travailler sur ma conception avec le réseau associatif local, avec le réseau local, pour concevoir un projet qui a du sens dans la localité très précise. Ensuite, dans la construction, non seulement sur les matériaux et sur la thématique architecturale, je vais avoir de l'impact environnemental, mais en plus, je vais travailler avec des équipes avec un maximum d'entreprises d'insertion pour avoir même déjà de l'impact au moment de la construction sur l'aspect social. Et ensuite, même dans l'exploitation, non seulement tu vas choisir des exploitants et des occupants qui font sens, pour le coup, des réseaux, de l'associatif, etc., mais tu vas adapter l'exploitation de manière à ce que ça puisse être très pérenne pour elle. Ouais. Et on en revient à un autre sujet, c'est que du coup,
pour ces entreprises, pour ces associations, par exemple, sur laquelle tu t'adaptes au niveau trésorerie, et ben, si tu arrives à t'adapter pour elles, ça veut dire qu'elles vont être plus facilement en capacité de payer et plus pérennes dans le temps. Et en fait, ton actif, finalement, il est durable, il a du sens et tu conserves sa valeur, quoi. Je trouve ça... il y a une histoire qui est très intéressante, là. Ce que tu disais au début, ouais. Donc là, il va y avoir de l'impact sur toute la chaîne, du coup. Ouais. C'est possible donc de concilier impact social et rentabilité d'un projet, quoi. Ouais, tu vois, on peut parler un peu de rentabilité. Mais aujourd'hui, les rentas de notre projet, la moyenne sur nos projets en rendement brut locatif, on est à 6% à peu près. On a des projets entre 3,5 4 pour du logement en ville moyenne, qui est le plus dur. Ouais. Et d'ailleurs, c'est le plus dur parce que c'est renta plus faible qui consomme beaucoup de fonds propres. Donc c'est là où on n'a pas encore trouvé la vraie façon de répéter ces investissements-là, parce qu'ils consomment beaucoup de fonds propres. Mais ouais, 3,5 4 on a à 11-12, alors qu'à 11-12, on a baissé le loyer du locataire de plus de 70% par rapport à son loyer d'avant. Et c'est parce que, alors, en fait, c'est juste qu'on adapte nos attentes par rapport, voilà, c'est une question de rendement-risque. Voilà, on va adapter nos attentes de rendement, mais on a des rendements voilà, moyennes à 6%. Après, il faut savoir, il faut quand même, voilà, les acteurs associatifs aujourd'hui, ils sont fragiles. D'ailleurs, dans le contexte actuel, ce sont des acteurs qui sont fragilisés aussi par le manque de subventions. Et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de coupes dans les subventions. Donc, c'est vraiment très compliqué quand même ce qu'ils vivent. Et c'est évident que des structures comme nous, c'est un point de fragilité aussi pour nous. Donc, il faut qu'on soit très attentif à ça. Et donc, je pense que clairement, le fait de pratiquer des loyers bas, c'est aussi une assurance. C'est une assurance, voilà, pour pouvoir dire, bah, si ce loyer il est bas et que ce locataire il est fragile, on peut avoir d'autres locataires qui viendront. Mais après, nous, on voudrait il faut que Belleville soit suffisamment solide et financièrement forte pour pouvoir aussi accompagner ces moments de creux de nos locataires. Et ça, c'est ce côté partenarial entre le bailleur et le locataire. Et je pense que, tu vois, c'est pour ça que je disais parfois, j'aimerais bien effacer le côté solidaire et responsable pour que ce soit la norme. Parce que quand tu as eu le Covid, il y a plein de propriétaires de l'économie classique qui ont eu des réactions très saines avec leurs locataires. Il y a plein de foncières familiales aussi qui se disent pas solidaires et qui ont une gestion très humaine de leurs investissements, quoi. Donc, tu vois, c'est aussi une manière pour moi de raccrocher les mondes. Je suis pas du tout en train de les opposer. Pour moi, il y a deux choses très importantes. Dans toutes les entreprises que je connais, même les plus grosses, les plus grandes sociétés de gestion, tu as des gens, c'est les mêmes que toi et moi. C'est les mêmes personnes, ils ont ils ont besoin de liens, ils ont envie de faire du bien, ils ont envie d'être utiles, ils ont envie de mieux faire leur métier. Ils sont dans un contexte qui est contraint aussi par ces sociétés-là, qui existent et qui ont été structurées pour répondre à d'autres enjeux. Donc ça, c'est important parce que vraiment, il faut le dire. Et de l'autre côté, on a des petites entreprises qui sont... comment dire, on a des... Ça, j'ai perdu le fil sur le coup. J'ai perdu mon idée. Et bon, c'est pas grave. Mais c'est entre ces personnes, ces grosses entreprises et ces talents, on a besoin de les attirer et on a besoin aussi de faire le lien pour montrer que tu as des petites entreprises. Ouais, j'ai retrouvé un peu le fil. C'est les petites entreprises familiales, classiques, PME, qui sont ni solidaires ni rien d'autre, et qui ont une action très bénéfique pour la société, quoi. Donc, faut pas opposer les mondes. Moi, je veux vraiment pas faire ça. C'est pour ça que la dimension foncière solidaire, c'est juste qu'on a besoin d'un marqueur pour que les gens qui ont envie de participer, d'avoir un impact, ils sachent à quoi ils s'adressent. Aujourd'hui, on est obligé de s'appeler entreprise solidaire. D'ailleurs, plus que responsable. Parce que finalement, une foncière solidaire, tu sais, tu as de la finance solidaire, c'est labellisé, label Finansol, finance solidaire. On est labellisé, donc on est une foncière solidaire. Mais si je pouvais, demain, j'aimerais bien qu'on sache ce que fait Belleville sans devoir s'appeler foncière solidaire. Et pour toi, l'immobilier responsable, c'est une tendance passagère ou c'est vraiment quelque chose dont les gens ont pris conscience et qu'il fallait commencer à voir les choses différemment comme vous le faites depuis 6 ans maintenant?
Ouais, mais en fait, j'étais à la base, j'étais le premier à dire Belleville, foncière responsable. Moi, j'aime bien le mot responsable parce que je voulais le mettre sur l'axe de l'angle de dire on est responsable de ce qu'on fait. Et je suis responsable de mes actions. Et l'immobilier, c'est assez dingue quand même parce que tu construis un truc pour 100 ans dans une ville, tu es responsable de l'esthétique du paysage, tu es responsable des matériaux que tu as utilisés, tu es responsable du lien que tu as avec les gens qui vont habiter autour de ton bâtiment. Et voilà, on a fait des bâtiments, j'en ai fait, qui font 40 000 mètres carrés. Je veux dire, l'impact, il est fort, quoi. Et du coup, j'aime bien cette notion de responsabilité, tu vois, derrière le mot responsable. Donc, c'est pour ça que j'y tiens. Et après, j'espère que ce soit une plus grosse tendance. Tu vois, j'espère que tout le monde va se sentir d'autant plus responsable et que c'est pas qu'une question d'obligation ou une question réglementaire ou légale, et c'est pour là que je crois beaucoup aux personnes. Et c'est aussi pour ça que je tiens à l'épargne citoyenne. Parce que je me dis que si on touche l'épargne citoyenne, on touche les gens. Si on touche les gens, ils en parlent entre eux. Et que comme ils en parlent entre eux, ça va ruisseler et que ça va permettre aussi de toucher les gens, les copains de copains, des mamans, des enfants et tout, qui sont dans les entreprises. Et que ces gens-là, ils vont faire pression dans les boîtes. Et on le voit d'ailleurs, dans les grosses boîtes, ben, c'est difficile de recruter. Mais nous, on n'a pas de problème de recrutement. Ah ouais. On n'a aucun problème. On n'en a pas parce que, en fait, les gens qui viennent, ils savent que ce qu'on fait, qu'on va loin et qu'il n'y a aucun doute sur la sincérité de la démarche. Et maintenant, les gens, ils se font questionner. T'es manager dans une grosse entreprise. Je pense que t'es un bon manager bien intentionné. Tu te fais bouger par tes équipes. Je pense que ça va pas être facile sur le sens. Pourquoi on fait ça, etc. Donc ça peut vraiment faire changer les choses. Ouais, ça rejoint vraiment les gens là, depuis le Covid notamment, qui recherchent à faire leur activité, leur travail, mais avec du sens, en tout cas plus qu'avant, quoi. Donner un sens concret à leur travail. C'est pour ça qu'il ne faut pas opposer les entreprises qui font bien leur boulot aux grandes entreprises que parfois je critique, mais avec à l'intérieur de ces entreprises-là des gens qui font bien leur boulot et qui ont bien envie de le faire et qui sont très très bons. Et des entreprises comme nous qui nous sommes construites uniquement pour faire ça. Et donc, nous, on a beaucoup à apprendre de l'autre côté. Et en même temps, on a aussi, notre enjeu est de démontrer qu'on peut faire différemment. Et c'est ça, en fait, plus que les mètres carrés qui vont probablement compter, quoi, demain. Petite question pour finir, si, sur une note plus personnelle, on va dire, si tu pouvais réhabiliter un lieu symbolique, toi, par exemple, en France, tu choisirais quoi? Ça serait lequel? C'est quoi que tu appelles symbolique? Justement, ça dépend de toi. Un lieu qui a peut-être que tu connais, qui a une histoire qui aujourd'hui n'est plus utilisée ou autrement, un lieu qui existe déjà que tu pourrais éventuellement transformer. Écoute, laisse-moi réfléchir. Là, je vais te parler d'un de nos projets, mais c'est parce que j'y crois beaucoup et dans ce cas-là, ça me permet d'en parler. On est travaillé sur une halle industrielle à Vitry-sur-Seine, par exemple, qui a une ancienne, c'est un entrepôt de stockage de papier. Et en fait, aujourd'hui, je suis convaincu que réhabiliter cette grande halle pour la louer à des artisans et des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des petites entreprises, ça serait vraiment incroyable de créer un lieu dans lequel toutes ces entreprises-là peuvent payer des loyers. Et donc, en fait, ce qui me motive le plus, c'est le loyer, quoi. C'est-à-dire comment on fait un loyer ultra bas. Et pour donner un chiffre, 50, 60 euros du mètre carré, ça nous permettrait de toucher beaucoup d'entreprises, de petites entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc, je donne cet exemple-là qui n'est pas forcément symbolique en soi, mais qui est plutôt le reflet de notre activité au quotidien. Et plutôt de dire, c'est un grand entrepôt, arriver à l'acheter, faire le minimum de travaux. Donc là, on travaille avec des partenaires. J'espère qu'ils vont être motivés pour le faire parce que j'aimerais bien qu'on puisse l'acheter, qu'on fasse les travaux juste au minimum, qui fasse que la somme du coût de revient de l'opération nous permette de louer hyper bas, à 50, 60 euros du mètre carré,
pour pouvoir toucher ces acteurs de l'économie sociale et solidaire qui parfois savent pas payer plus de 50-60 euros du mètre, quoi. Et ça, pour moi, c'est super simple, mais je dis pas que c'est du jamais vu, mais c'est juste que c'est très difficile d'aller tirer des loyers aussi bas, quoi. Voilà. La zone, elle doit être à 160, 170. Nous, on a déjà fait un projet là-bas à 120, 125, et je voudrais faire 60. Voilà. Je voudrais faire encore plus bas. Ouais, c'est fou. Ouais, se dire que tu vas permettre à des entreprises de se développer et payer, leur apporter 3 fois moins de charges sur le loyer, c'est fou. Ouais. Ouais. Mais parce que, en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que à 120, 125 euros du mètre carré, c'est quand même difficile. En fait, t'es à 160. Aujourd'hui, le marché il est à 160, donc tu vas te dire qu'il y a que des grosses entreprises un peu solides qui font du stockage, qui ont besoin d'entrepôts, qui sont capables de payer 160, 170. Tu prends 120, 125, ça c'est ce qu'on fait aujourd'hui, 30% en dessous du prix du marché, à peu près. Ben c'est bien, tu vois, c'est vraiment on se bat dur pour arriver à sortir du 120, 125. Mais même comme ça, bah t'as des entreprises, tu peux pas les avoir, ils sont à 100, quoi. Et c'est des super belles boîtes, des boîtes qui font du réemploi de jouets. Enfin, on a plein de discussions avec plein de boîtes. Et ces boîtes-là, en fait, j'aimerais bien qu'on puisse les toucher, quoi. Mais c'est encore trop élevé, 125. Et ceux qui peuvent payer 125, et ça, c'est un autre problème, c'est que ceux qui peuvent ou pouvaient payer 125, aujourd'hui, ils ont plus de mal. Et ça, c'est le contexte économique du moment, quoi. Donc, même pour cela, je pense qu'on serait meilleur à 100. Voilà, au moins 100. Et pour ça, on a besoin de lever plus de fonds, on a besoin de... voilà, donc tu me poses une question sur l'idéal, le projet idéal, et je te réponds aussi pour l'idéal pour nous, c'est que notre société d'investissement, elle capte des fonds, qu'il y ait vraiment des épargnants en masse qui puissent investir 100 euros plus dans cette société pour que nous, on puisse après déployer vers ces projets-là. Et si on a plus de capitaux, on aura plus de moyens et on pourra faire baisser ses loyers. Ok, bah c'est très clair. Super. De toute façon, on mettra tous les liens pour ceux que ça intéresse ou autres en description. S'il y en a qui souhaitent investir, justement, je ne sais plus quelle caméra je dois regarder. C'est celle-ci. On mettra tous les liens de Belleville et tes réseaux sociaux et tout sur LinkedIn, etc. Comme d'habitude, j'ai préparé un petit vrai ou faux, un peu immobilier, urbanisme ou autre, très rapide, quelques questions. Vous pouvez participer tous les deux, je te les ai pas montrées, plaisir. donc tu n'es pas au courant. Je ne les connais pas. Vas-y. Donc, vrai ou faux? En France, plus d'un logement sur 10 est aujourd'hui vacant. Vrai ou faux? Vrai. C'est vrai. Selon l'INSEE, 8 à 10% des logements sont inoccupés. Un bâtiment réhabilité consomme toujours plus d'énergie qu'un bâtiment neuf. Non. Ça, j'aurais dit faux. J'aurais dit faux, mais je suis pas sûr de moi. Non, c'est pas une question piège. Effectivement, c'est faux avec une bonne rénovation énergétique. Ouais. Un bâtiment ancien peut être même plus performant qu'un bâtiment neuf. L'immobilier responsable, c'est surtout un truc de bobo parisien. C'est une bonne question, ça. C'est vrai. Est-ce que tes épargnants, est-ce que tu sais flécher s'ils sont plus parisiens ou plus urbains ou... Ils sont probablement plus urbains, ouais. Ils sont connectés aussi à nos agences. Je t'ai dit Paris, Toulouse, Montpellier, Marseille. Il y a des bassins. Je sais que par exemple Marseille, c'est un gros bassin d'investisseurs solidaires. Ouais. Nous, très représentés sur ces 3 régions. Je pense, mais la question est bonne. Faudrait définir le bobo. Nous, on a un chercheur. C'était plus. Non, mais je sais, et je le dis pour la blague, mais on a un chercheur de l'EHESS chez nous, chez Belleville, qui nous a fait plein d'interventions sur les bobos et tout ce qu'il y avait autour de ça. C'est hyper intéressant. On peut partager d'ailleurs. Mais en gros, c'est hyper important. Et tout à l'heure, j'ai dit, quand je parlais de est-ce qu'on est hors sol et est-ce qu'on est en train de venir imaginer notre solution à nous, qu'on s'est inventé dans notre coin, qu'on soit urbain ou pas. Et est-ce que, par exemple, si on demandait l'avis des personnes concernées, est-ce qu'on serait OK avec ce qu'ils vont nous remonter? Et la question un peu du bobo parisien qui s'est imaginé que c'était bien de mettre un truc bio dans son local, mais en fait, quand tu vas dans un quartier populaire, c'est pas forcément ce qu'on te remonte. Et c'est clair, parce que en fait, leur premier problème, c'est pas de savoir s'ils vont manger bio ou pas. Oui.
Alors, et ça veut pas dire qu'ils sont pas engagés. Et ça, c'est hyper important. Bien sûr. On a entendu beaucoup de bêtises là-dessus sur voilà, les gens qui ont peu de moyens, ils sont pas moins engagés. C'est juste qu'ils ont un autre problème avant. D'autres C'est tout. priorités aussi. Ouais, ils ont une autre priorité. Donc, en gros, si nous, on veut aider ces personnes à répondre à leurs priorités, il faudra probablement pas qu'on agisse sur le même levier que auprès de personnes qui ont plus de moyens. Et ça, ça a l'air simple, mais peu de personnes se le disent. Et donc, nous, on essaie vraiment de travailler là-dessus, tu vois. Donc, c'est une bonne question. Et oui, en fait, je pense que oui, on a le luxe et le privilège d'avoir l'argent, le capital culturel de départ pour pouvoir se poser ces questions, pour pouvoir travailler comme on fait, d'avoir monté une boîte, de prendre ce risque-là. Tout le monde ne peut pas faire ça. Donc, c'est clairement un luxe. Très bonne réponse. Bien complète. J'en étais où? Vrai ou faux? Les matériaux de construction représentent plus de 50% de l'empreinte carbone d'un bâtiment neuf. Les matériaux de construction, plus de 50% De l'empreinte carbone. Moi, je dirais faux. Et non, c'est vrai. C'est vrai. D'où l'intérêt de rénover l'existant, justement, plutôt que de construire à tout va, peut-être. Ouais. Bon, en tout cas, alors c'est sûr que la réno, elle est essentielle. Par contre, ta question, elle me fait penser à... Je pensais que l'impact de l'exploitation était plus fort que l'impact de la construction. Souvent, on oublie ça. Mais en tout cas, il est fort quand même. Et c'est sûr que l'idéal, c'est d'être exemplaire sur la construction, rénovation et sur l'exploitation. Vrai ou faux? L'immobilier est le premier secteur d'investissement des Français. Vrai? Ouais. C'est vrai, hein. Ça reste l'investissement préféré des Français devant la pierre. bourse, les cryptos ou autres, etc. Okay. Il existe des villes où les loyers sont calculés au poids du locataire. C'est une question un peu... Au poids financier ou au poids. Au kilo. Au kilo. J'espère pas. C'est vrai, ça a existé. Enfin, je crois que je sais pas si c'est encore d'actualité, mais en Allemagne, il y avait une ville où le loyer symbolique était de moins d'1 euro par an, mais à l'époque, certaines communautés faisaient payer au poids de l'occupant. Tu sais pourquoi? Pas du tout. C'est apparemment une des plus vieilles cités sociales du monde, mais je vais creuser le sujet, effectivement. Est-ce que c'est vrai que les architectes dorment mieux dans les bâtiments qu'ils ont dessinés eux-mêmes? Je pense pas. En tout cas, nos archis, oui. Je pense. Parce que ils sont excellents, mais je sais pas si c'est tout le temps le cas. Bon, c'est un peu une petite blague. Une dernière blague avant de finir peut-être sur une question plus sérieuse. La ville de Paris a déjà eu un projet de construire un immeuble en forme de baguette de pain. J'espère pas non plus. Non, c'est faux, mais ça aurait eu de la gueule quand même. Ça aurait été drôle. Oui, j'ai failli dire... Peut-être quelques tours quand même. On a peut-être quelques tours en projet qui ressemblent à des baguettes de pain. Hein. Ouais. À Toulouse, il existe un projet immobilier où tu peux boire un café, faire ton yoga et bosser dans une ancienne usine de munitions. Oui, c'est vrai. Ça s'appelle les Halles de la Cartoucherie. Ouais, c'est ça. Dédicace par Belleville. Ouais, dédicace à mes associés qui le gèrent. Et tu en as parlé au tout début de ce podcast, justement. Enfin, ça avait un lien en rapport. Le plus grand bâtiment en bois d'Europe est en France. Plus grand bâtiment. Je dirais non. Et si, c'est vrai. Ah ouais, à Bordeaux, ouais. C'est Bordeaux. ça. C'est l'Hyperion, une tour de 55 mètres en bois. Et ça, c'est le plus grand bâtiment en bois d'Europe? Ouais. Ok. Et j'avais une dernière question aussi. Il existe des lieux en France où le loyer est gratuit à condition de s'occuper de ses voisins ou de rendre un service. Je pense que c'est vrai. Enfin, ça me fait penser juste à l'habitat, dans le principe d'habitat participatif. Quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ça, ouais. Dans certains projets solidaires, notamment en logement social ou en colocation intergénérationnelle ou ce genre de choses, ouais, effectivement. Ouais. Bah ça, c'est des choses qu'on aimerait faire. En tout cas, favoriser le lien entre les personnes au sein d'un bâtiment. Et il y a beaucoup de coopératives, notamment en Europe aussi, qui se sont construites sur ce principe d'acheter à plusieurs un immeuble ou un bâtiment et ensuite le construire ou le rénover, peu importe. Et après, derrière, ils se reversent un loyer
Symbolique. Mais en faisant ça, on fait jamais monter le prix du foncier. Et donc, les propriétaires locataires, en quelque sorte, peuvent partir et un autre peut rentrer et ils ont toute une part de la coopérative. On a des copains qui font ça à Bruxelles aussi. C'est un super modèle. Ok. Eh ben, merci Alexandre. Merci à toi, merci à vous. Et puis on te souhaite plein de réussite là dans la société d'investissement du coup, et plein de nouveaux beaux projets. On va suivre ça de près de toute façon. Merci. Et réussite à vous aussi avec ce podcast. Merci pour l'invitation.